Visite programmée à la demande des élus du département pour Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, à la maison d'accueil spécialisée Fil d'Harmonie, située sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Établissement créé en 2012, celui-ci répond à une demande croissante des familles, soutenue par l'association de défense des polyhandicapés. Une trentaine de patients lourdement handicapés bénéficient de cette nouvelle structure ultramoderne qui semble bien insuffisante pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. Alors que le gouvernement annonce des réductions budgétaires dans tous les domaines, il semble que celui qui touche les plus vulnérables et le handicap ne soit pas impacté par cette réduction. Reste l'épineux problème du déplacement des lits vers l'hôpital de Perpignan, aux dépens des centres de Cerbère et Banyuls, qui toutefois, comme l'indique le député maire Pierre Aylagas, ne perdra pas d'emploi afin de préserver le territoire de la Côte-Vermeille d'une désertification salariale. C'est vrai que Francis Roch et Pierre Aylagas sont venus un jour dans mon bureau, qu'on a eu une discussion très intéressante sur le polyhandicap en général, et sur Argelès en particulier. Et c'est vrai que j'ai accepté avec grand plaisir de venir visiter cette masse que je savais exemplaire. Certes parce que je savais qu'elle était exemplaire, mais aussi parce que c'était ici. Et que le vrai luxe tout de même, c'est d'être ici. Il faut être réaliste, surtout par une journée comme aujourd'hui. Et c'est donc avec grand plaisir que j'ai répondu à cette invitation. La ministre est venue aujourd'hui. Vous aviez une attente profonde aux questions que vous vous posiez, puisqu'on parle beaucoup de réduction budgétaire. Et la ministre a annoncé, non pas une réduction des budgets, mais est-ce que c'est pour vous rassurer, vous, président de l'association, sur le mode de fonctionnement et sur les budgets? Je pense qu'il faut dire que nous ne répondrons pas que nous sommes rassurés. Nous sommes association revendicative, non pas pour revendiquer toujours plus, mais nous sommes là pour demander ce qui nous semble mieux pour nos enfants. Or, quel que soit l'engagement de la ministre, et nous ne le mettons pas en cause, il sera sans aucun doute en deçà de ce que nous espérerions. Quel est votre souhait, vous, pour augmenter les capacités d'accueil de ces polyhandicapés? Oui, d'abord, quand vous dites qu'il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de réponses, c'est une chose fondamentale. Les parents qui ont besoin de mettre leur enfant dans un tel établissement, et quand je dis besoin, c'est un besoin réel, c'est pas un choix qu'on pourrait avoir comme si... C'est un besoin réel. Eh bien, ces parents-là trouvent de manière, mais quasiment systématique, je laisse une porte ouverte à une éventuelle place qui se libérait ici ou là, quasiment systématique, une réponse négative. Mais pas parce qu'ils ont en face des gens qui ne veulent pas les entendre, c'est parce qu'il n'y a pas de place. Et donc la nécessité impérative et la plus immédiate, c'est celle de créer ces places, des places dans des établissements adaptés, qui répondront à toutes les exigences de l'état de ces personnes et parallèlement, parce que c'est indissociable, des personnels compétents, motivés bien sûr, mais on dira surtout compétents, pour traiter de telles personnes. Ça n'est pas du tout évident, ça n'est pas un métier facile. La ministre tout à l'heure l'a souligné et elle avait bien raison de le faire. Alors, est-ce que, par exemple, Argelès pourrait être un site pilote dans ce cas de figure pour la construction d'un nouveau centre? Je pense que Argelès pourrait être un site pilote, non. Pour les Pyrénées-Orientales aussi. Alors on dira plutôt, parce que le polyhandicap Argelès a été et persiste à être un site pilote, puisqu'il a autorisé par la générosité à laquelle faisait allusion le député maire tout à l'heure, l'implantation sur un terrain qu'il nous a quasiment donné. Que le département soit un département pilote, nous en sommes persuadés. Vous savez, de toute façon, il y a une place à prendre. Être département pilote, c'est la volonté de ceux qui le décideront, qui le feront. Mais cette volonté-là, dont on ne doute pas qu'elle existe, elle est déjà en partie en marche par un tel établissement et par d'autres qui font que
qui font dire à certains responsables que le département est bien équipé. Ce qui là est une contre-vérité notoire. Oui, parce qu'il y a quand même des menaces de fermeture. Hein. Mais il y a oui, on vous a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien compris, que c'est pas comme ça que ça allait se passer, on n'allait pas fermer, mais ouvrir, mais refermer. Une mutation. On attendra de comprendre. Pour l'instant, on peut dire que aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, il y a peut-être un taux d'équipement, même certainement un taux d'équipement plus important que dans d'autres départements où là, ce qui est marquant, c'est la nullité de l'équipement. Mais ce n'est pas pour cette raison que c'est suffisant. C'est très largement insuffisant au regard des besoins. Donc, ce qu'on attend, ce n'est pas des classements par rapport à, c'est des engagements par rapport aux besoins. Vous savez, il y a un exemple qui illustre très bien tout ça. Il y a des familles chez nous dont les parents ne sont pas des gens âgés, ils sont au milieu de leur vie, qui ont tout lâché parce qu'ils ont déménagé pour venir habiter ici, parce qu'il y avait une possibilité de structure. Alors ce sont des résidents maintenant, c'est une manière d'avoir des résidents un peu particulière, mais ce sont des résidents DPO, des nouveaux catalans, mais ils ont tout lâché pour venir là parce que leurs gosses n'avaient de place nulle part. Ça, je crois, ça illustre très bien ce néant, cette vacuité dans les propositions. Donc oui, il y a des indices très positifs. Le département des Pyrénées-Orientales n'a qu'à relever ce défi. Il sera un département pilote. Ma première question, elle vient sur la rigueur budgétaire. On entend parler beaucoup de rigueur budgétaire. Et on a senti l'inquiétude des responsables des associations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux responsables d'associations ? Alors, je voudrais dire plusieurs choses. En réalité, les mesures de bonne gestion du budget de la France, en tout cas, les mesures d'économie ne concernent absolument pas moi ce que j'appelle ceux qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire à la fois les personnes handicapées, mais aussi les plus démunis, les exclus. Moi, les deux domaines qui sont dans ma compétence, dans mon ministère, n'ont absolument pas été touchés par les mesures d'économie. Donc je voudrais rassurer l'ensemble des personnes qui m'écoutent sur ce sujet, sur le handicap. Il n'y a pas de mesures d'économie sur le handicap. Alors, vous avez parlé de 17% d'augmentation des centres sur le plan national. Ceci dit, il y a toujours des personnes qui attendent pour être accueillies dans des centres comme aujourd'hui ici à Argelès. Là aussi, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont dans l'attente de place ? Alors, effectivement, il y a toujours des personnes qui sont en attente de place en établissement. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que nous continuons à ouvrir des places à un rythme considérable, puisque en France, entre 3500 et 4000 places nouvelles par an, c'est beaucoup. Après, il y a toute une série d'autres mesures qui sont en cours. Évidemment, quand on parle du polyhandicap, c'est des personnes qui, évidemment, pour la grande majorité d'entre eux, doivent être en établissement parce que c'est un accompagnement permanent 24 heures sur 24. Mais moi je crois aussi qu'on doit aller vers une société plus inclusive et qu'il y a donc un certain nombre d'établissements, pas les masses, mais d'autres types d'établissements où les handicaps sont plus légers et où finalement ces établissements doivent s'ouvrir vers l'extérieur et qu'on doit trouver d'autres modes de parcours de vie pour les personnes et améliorer finalement l'offre en logement à l'extérieur tout en construisant un accompagnement médico-social à l'extérieur. Ça veut dire que plutôt que mettre certaines personnes qui ont un handicap relativement léger en établissement, je crois que ça serait mieux de pouvoir les inclure dans la cité et puis d'avoir à côté des structures type CESA, d'accompagnement à domicile, pour leur permettre de vivre à l'extérieur. Parce que la société doit devenir plus inclusive, c'est dans ce sens que nous devons aller. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que cette société inclusive dont vous parlez, elle permettra aussi d'accueillir les handicaps lourds, qui sont vieillissants et qui, par la qualité des soins aujourd'hui, ont des durées de vie beaucoup plus longues ? Alors la question des personnes handicapées qui vieillissent, c'est effectivement une question d'actualité du fait de l'augmentation de l'espérance de vie. Et je crois bien qu'il y a toute une série d'initiatives partout sur les territoires qui sont extrêmement intéressantes. En fait, la question de fond, c'est quoi ? Il y a un certain nombre d'établissements pour personnes handicapées qui ne sont pas en capacité de prendre en charge le vieillissement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel de soins. Et à contrario, quand on regarde les maisons de retraite,
elles ne sont pas du tout adaptées pour les personnes handicapées parce qu'il n'y a pas le personnel éducatif et d'accompagnement. Donc il faut arriver à construire des systèmes hybrides où en fait les personnes handicapées qui vieillissent ont à la fois bien les soignants nécessaires et les personnels accompagnants éducatifs, et c'est ce qu'on est en train de faire, notamment ici dans les Pyrénées-Orientales, mais ça se fait un petit peu partout en France. Alors est-ce que ça veut dire aussi que ça impose une formation des soignants et de tout le personnel médical ? Oui, alors ce vieillissement des personnes handicapées, en fait, ça demande effectivement une modification de l'organisation des structures, comme je viens de vous dire, mais ça demande aussi une montée en compétences des personnels, c'est évident. Plus les handicaps sont lourds et plus les personnes vieillissent et plus il y a nécessité de formation. Mais ça, je crois que ça n'est pas du tout un problème parce que les personnels qui travaillent dans ces établissements sont remarquables et en général, ils ne demandent que ça, à être formés. Alors vous êtes aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. Le gros problème des Pyrénées-Orientales aujourd'hui, c'est cette délocalisation des centres de Cerbère et de Banyuls. Aujourd'hui, je crois que vous avez un message à leur annoncer, puisque vous avez dit qu'il était question de préserver les emplois et qu'il n'était pas question de toucher à la délocalisation de ces deux centres. Mais ça a été dit et redit, la délocalisation, elle n'est plus d'actualité en réalité. Après, il s'agit simplement de savoir comment on modernise et on modifie l'établissement existant pour pouvoir permettre finalement qu'il dure dans le temps. Parce que c'est ça la vraie question, c'est que pour l'instant c'est un établissement qui est uniquement soins de suite et réadaptation. Et nous, ce qu'on souhaiterait pour le faire durer dans le temps, c'est que ce soit des lits plutôt handicap. Et donc que ce soit plutôt une structure de type masse. Mais on est en train de construire un projet avec finalement des lits un petit peu, enfin des places un petit peu hybrides qui permettent aussi de résoudre les situations critiques. Vous savez, quand vous parliez tout à l'heure, quand tout d'un coup il y a une personne qui n'a pas de solution quelque part dans le département alors qu'elle a un handicap lourd, eh bien il faut qu'on puisse avoir une soupape de sécurité. Et je pense que les places que l'on pourrait ouvrir à Cerbère dans ce cadre-là seraient tout à fait adaptées pour ce type de choses. Donc je tiens à rassurer tout le monde, je tiens à rassurer non seulement l'établissement de Cerbère, les gens qui y travaillent et les gens qui y sont soignés, mais aussi l'hôpital de Perpignan, parce qu'on sait aussi que l'hôpital de Perpignan a besoin des lits de soins de suite et réadaptation, et on va trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Alors, concernant l'autisme, puisque là aussi il y a une grande question qui se pose sur l'autisme, beaucoup d'handicapés autistes n'ont pas malheureusement de structure adaptée à leur handicap. Et aujourd'hui, je crois que vous avez annoncé un appel à projet sur ce type de masse. Tout à fait, oui. Il va y avoir effectivement un appel à projet qui va être lancé par l'Agence régionale de santé pour les Pyrénées-Orientales, donc une maison d'accueil spécialisée pour adultes autistes de 30 places, parce qu'effectivement il y a un déficit dans le département, mais il y a un déficit globalement en France. Et cette mesure-là fait partie du plan autisme pour lequel j'étais d'ailleurs avec le président de la République il y a 2 jours à Angoulême. Ce plan autisme, c'est plus de 200 millions d'euros et c'est un budget qui a été totalement préservé, qui est sanctuarisé, et que ce plan autisme, nous le mènerons jusqu'au bout en 2017. Pour conclure, depuis que vous avez pris vos fonctions au ministère, on vous voit un petit peu partout. C'est vrai que vous avez beaucoup tourné un petit peu dans toute la France. Quel est le bilan aujourd'hui que vous faites de toutes les structures que vous avez visitées ? Quelles sont les choses à améliorer ? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire ? Alors, déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que oui, c'est vrai, j'ai tourné dans toute la France, mais parce que ça me passionne d'aller visiter les établissements, d'aller rencontrer les gens, parce que c'est vraiment un sujet qui est prenant et qui est passionnant. Et finalement, le message que je voudrais faire passer, ce qu'il faut qu'on réussisse dans les mois et les années qui viennent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller vers une société plus inclusive, c'est-à-dire de passer d'une logique d'établissement à une logique de accompagnement médico-social à l'extérieur. Par exemple, pour les enfants, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont pour l'instant scolarisés en IME, donc en établissement. Et je pense que ces classes d'IME pourraient être au sein de l'éducation nationale dans les écoles. Ça se fait déjà dans certains endroits. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut que nous allions. Parce que du coup, les enfants qui sont handicapés, ils se retrouvent au milieu des autres enfants au moment de la récréation, au moment de la cantine, etc. C'est bon pour eux et c'est bon aussi pour les autres enfants parce que ça leur fait l'apprentissage de la différence. Et c'est ça la vraie société inclusive.